Bienvenue chez Eduxtucieux, le centre canin au service des chiens. Retrouvez tous les lundis des podcasts sur la chaîne Canicurieux sur le thème canin pour vous accompagner dans votre quotidien. Et pour plus de contenu, n'hésitez pas à découvrir notre formation en ligne d'éducation canine spécialement élaborée pour tous les maîtres chiens avec de nombreuses surprises et bonus auprès de protagonistes spécialisés du monde canin. Vétérinaire comportementaliste pour la partie complémentaire à notre métier, SPA pour la prévention et la protection, toiletteuse pour de bons conseils d'entretien pour votre toutou, vétérinaire cantonal pour connaître le domaine législatif, élevage canin pour le développement d'un chien, animalerie spécialisée dans le chien pour des conseils adaptés et de choix pour votre matériel, nutritionniste pour les conseils alimentaires sur le barf et les croquettes, et divers vétérinaires généralistes pour vous accompagner dans l'entretien de la bonne santé de votre toutou. Ensemble, nous vous aidons à devenir un maître ou une maîtresse informée et compétente, mais aussi et surtout épanouie, aux côtés d'un toutou heureux, stable, bien développé, obéissant et surtout compris. Et ça, c'est important. Retrouvez la formation en ligne fondamentale sur notre site internet eduxtucieux.com, rubrique formation en ligne, et rejoignez dès à présent une aventure unique, testée et approuvée par tous les maîtres chiens. Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien avec vos toutous et que vos préparations pour Noël prennent gentiment forme, puisqu'on y est, le chrono démarre, ce sera ce dimanche soir pour le réveillon et justement lundi matin pour Noël. Forcément, c'est un lundi matin, là où sortent nos podcasts. C'était sûr. De mon côté, c'est bon. Je vois le bout du tunnel avec mes cadeaux, que ce soit pour mes chiens ou pour mes humains de compagnie du réveillon. Et d'ailleurs, j'ai Samantha qui me demande ce que je vais faire pour Noël. Eh bien, Samantha pour Noël, et comme chaque année, je me réunis avec ma famille proche le soir du réveillon. Donc toute la journée va être consacrée, si tu veux, aux randonnées des chiens pour combler bien sûr les besoins physiques, les besoins olfactifs comme d'habitude, mais en plus intense encore pour pouvoir profiter un maximum de la soirée et combler aussi les besoins bien sûr, puisque c'est Noël et que c'est aussi leur moment à eux, et bien les besoins masticatoires avec des énormes carcasses que nous offre le boucher. Et enfin, je vais me préparer gentiment après pour le repas du soir. L'année dernière, j'étais au fourneau, mais cette année, j'ai du temps puisque tout le monde va mettre la main, si je puis dire, à la pâte. Mon papa et sa compagne, ma mère et son compagnon, ma sœur et son mari avec leurs 2 enfants, que vous voyez d'ailleurs sur l'organisation du Noël de l'année dernière chez moi, dans la formation en ligne, avec la partie ouverture des cadeaux qui inclut en fait ce moment avec tous les enfants et tous les chiens, toute la famille en même temps où on ouvre les cadeaux. Bref, c'est vraiment chez nous un moment magique partagé avec vous. Et enfin, le 27 décembre, je célébrerai Noël avec la famille un peu plus lointaine, donc ma grand-mère qui est malheureusement atteinte grièvement et gravement du cancer, des tantes, des cousins, cousines, mon frère et mes sœurs, mon père, ma mère, etc. Comme les gens qui me connaissent bien le savent, je ne cesse jamais de travailler et les chiens font toujours partie intégrante de Noël. Cette année, je célébrerai donc Noël avec toute ma famille, donc aussi, enfin, mon dernier chiot, Raven, que vous avez peut-être d'ailleurs déjà découvert sur les réseaux. Et j'ai beaucoup de travail, croyez-moi, avec elle et la sociabilisation, donc je vais profiter un peu, et je compte bien en profiter, de la magie de Noël pour lui montrer bien tout un tas de choses, notamment les humains du cercle de ma famille, et de voir et jouer avec les enfants. Comme vous le savez, chez Eduxtucieux, chaque chien occupe un rôle très important dans l'entreprise et Raven a bien évidemment aussi sa place. Son espèce, puisqu'on ne peut pas parler de race en ce qui la concerne, est extrêmement difficile à éduquer en vue de son mélange primitif originel. J'ai donc commencé à tenir un journal d'éducation pour analyser tous les points, dont les problématiques et les difficultés en fait dans l'adoption de ces nouvelles modes très en vogue et de voir déjà jusqu'où il est possible d'aller sans bien évidemment entrer en conflit avec la nature profonde. Oui, je sais que beaucoup d'entre vous ont vu le reportage sur les chiens dits Nordic Timber et Timber Shepherd qui sont mêlés à des gènes de loup et je souhaite alimenter les choses en vous déconseillant déjà formellement d'adopter un chiot castré ou stérilisé encore plus à ses 2 ou 3 mois.
Je suis déjà extrêmement surprise de constater avec notre entourage, nos membres, notre vétérinaire, que légalement cela ne les empêche pas de vendre leurs chiots, si on peut appeler ça bien évidemment des chiots puisqu'il y a quand même un mélange, et ensuite qu'une personne vétérinaire en France, garant en principe du bien-être animal et bien averti du rôle quand même important qu'occupent les hormones dans le développement du vivant, accepte de faire une chose pareille. Donc je vais lancer un petit ras-le-bol histoire de savoir si oui ou non vous pourriez quand même pas réaliser qu'il y a un gros malaise et balancer un contrôle dans cet élevage qui est situé en France tout de même. Parce qu'hormis avoir un vétérinaire corrompu jusqu'à la moelle, avoir peut-être, je ne sais pas, je spécule, dans un autre cas, un éleveur qui les castre lui-même en seconde option, c'est pas mieux, mais c'est possible aussi. Dans tous les cas, d'accord, dans tous les cas, il me semble que ça mérite quand même de se bouger un peu les miches et de faire ce pourquoi vous êtes fait, c'est-à-dire de base contrôler que tout se passe bien. Parce que pour les gens qui s'occupent très bien de leur chien mais qui ont quand même plein de soucis avec l'État, là il n'y a pas de problème quand on a des dénonciations un petit peu stupides qui se font. Malheureusement ça existe aussi dans la vie courante, mais pour ce qui est par contre des colliers étrangleurs, des méthodes coercitives et pire, maintenant on se tape aussi des espèces pas adaptées à la vie et aux connaissances domestiques de monsieur et madame tout le monde qui se font en plus de tout ça castrer et stériliser à 2-3 mois, ça ne choque personne. Ça ne choque personne, mais réveillez-vous. D'ailleurs, 2-3 mois sans sortir de l'élevage, est-ce qu'on peut aussi en parler? Non, parce qu'apparemment, il y a du loup dedans. Dans les esprits des adoptants lambda qui n'ont peut-être jamais eu un chien auparavant, mais qui souhaitent se lancer là-dedans, on va vous dire que la période de sociabilisation, qui est déjà quand même assez courte, parce que ça passe vite chez le chiot, jusqu'à 4 mois, pour lui montrer quand même un maximum de choses, et tout ça crescendo, et ni plus ni moins lui permettre, j'ai envie de dire, de vivre intellectuellement dans le monde des humains, sans être en détresse, et être un sauvageon, eh bien vous saurez, chers amis, que chez les héritiers du loup, eh bien c'est encore pire de mémoire et sans vouloir vous mettre dans la merde, puisque vous l'êtes probablement déjà, si vous avez déjà acheté l'animal, eh bien les héritiers du loup se sociabilisent avant même que les yeux ne s'ouvrent. Voilà, donc bon courage et surtout bravo pour cette bonne action. Sans le savoir, vous avez fait vraiment n'importe quoi. Voilà, mais à la source, le problème reste toujours l'élevage, qui n'est, je tiens à le préciser, toujours pas contrôlé. Voilà pourquoi j'ai envie de dire le chien qui est une espèce développée sur des milliers d'années, quand même, parce que là, on chie un peu sur toute l'histoire de la domestication en essayant de revenir en arrière pour se croire peut-être plus intelligent ou plutôt faire du business. Bref, voilà pourquoi le chien peut vivre actuellement dans notre monde et pas le loup. Croisez un berger avec une race primitive et vous obtiendrez moins de soucis, je pense, relatifs aux exigences de la vie domestique future qui nous attend, puisque le primitif n'a évidemment pas les qualités du berger et vice-versa d'ailleurs, qui pourrait être un plus pour l'avenir, mais croiser un loup avec du primitif ou un loup avec du berger, là il va quand même falloir m'expliquer quelle est l'utilité pour l'avenir. Et quelle est l'utilité réelle, surtout dans notre vie actuelle, parce que c'est ça le plus important. Le manque de connaissances en plus des primo-accédants, les foyers qui sont de plus en plus sédentaires, et on l'a déjà vu pourtant avec le husky et d'autres races primitives où on a eu un effet de mode et énormément d'abandon. Il y a un énorme besoin d'exploration, d'activité, de développement. Il faut bien évidemment connaître la race et particulièrement, j'ai envie de dire, le groupe général dans lequel vous adoptez, qui demande souvent des connaissances spécifiques. Un primitif n'est pas un molosse, mais les primitifs ont leurs difficultés, les molosses ont aussi leurs difficultés, tout comme les bergers ont aussi encore quelques problématiques dans la domestication avec la société actuelle qui change les choses et qui évolue. Je vous le rappelle que l'homme se modernise, donc le chien, meilleur ami de l'homme qui vit à ses côtés, doit aussi subir une modernisation en quelque sorte. Il faut que les espèces puissent évoluer avec les humains. Et là, on n'est pas du tout là-dedans, mais vraiment pas. Donc vous cherchez quoi exactement en mêlant déjà tout ce bordel avec du loup? Un chien malheureux peut-être toute sa vie. Parce que oui, je le rappelle, n'importe qui en plus peut adopter dans cet élevage. Et là, on va vraiment pas parler forcément de passionnés, de personnes qui vivent au grand air en montagne ou autres qui recherchent des spécificités et de l'endurance au niveau de sport canin, notamment de trait. Parce que oui, je le rappelle, n'importe qui en plus peut adopter dans cet élevage. Mais pour le moment, encore une fois, ça ne choque
personne. Bref, vous l'aurez compris, ma position est exactement la même et je tiens à ajouter qu'en plus, moi qui ai été dans le husky plusieurs années, qui ai démarré en sport canin par tout ce qui est sport de traction, études de l'éducation canine sur ces races, et que les primitifs sont à l'origine de tout mon métier, si ce n'est bien tout simplement de ma passion, qui s'est seulement développée après et ouverte sur d'autres groupes et d'autres races dans le cadre bien sûr de l'exercice de mon métier, passion générale, eh bien je ne trouve absolument pas ça normal. Même si à la base, j'étais spécialisée dans le primitif. Sachez d'ailleurs, pour revenir sur les castrations et compléter un peu cette arnaque, eh bien que ces castrations sont faites non pas pour l'animal, puisque vous l'aurez compris, on s'en fout royalement de son devenir en le générant déjà de base et en le mettant au monde, surtout en le mettant dans des mains de primo-accédants, etc. Mais comprenez bien que l'animal est castré aussitôt pour éviter la concurrence. Donc au-delà de cela qui est ni plus ni moins qu'un aspect financier pour l'éleveur, qui se moque bien de l'animal, elle nuit par conséquent dès l'achat et surtout à l'animal lui-même qui ne peut pas accomplir sa croissance correctement et tout le système comportemental va donc en être dépendant et affecté et cela ne va venir qu'aggraver et renforcer souvent la crainte de tout en fait. Ce n'est pas pour rien que Mère Nature a créé les hormones. Elles ont tout un travail à faire dans le développement de l'espèce et dans la stabilité justement émotionnelle et comportementale. Mais pour cette partie, on ira trouver Romy, vous savez quoi, notre vétérinaire pédagogue, pour en discuter plus professionnellement et plus profondément. Vu que vous devez donc vous poser des questions, étudier les nouvelles espèces, oui, pour avoir un avis et une expérience sur le sujet concrète, puisque ça va arriver chez nous en cours, je le sens gros comme une patate, avec les points problématiques qui vont avec, et en réaliser une analyse complète pour aviser le grand public, oui, mais faut pas non plus exagérer. Donc rassurez-vous, non, ce n'est pas du tout le cas de Raven, qui n'est absolument pas stérilisé et qui va bien, même si j'ai déjà, je vous le garantis, tartiné les pages de mon journal en quelques jours seulement, parce qu'il y a beaucoup à dire. J'espère donc vous fournir un point de vue technique et avisé, et certainement pas un monde de bisounours pour faire de la vente, puisque je n'en ai nullement l'utilité et absolument pas envie que cela prenne plus d'ampleur sur ce qu'est la réalité des choses, en vivant les choses justement, et avec au moins en plus un sacré bagage quand même sur ce plan pour gérer cela du mieux que cela le puisse, vu que c'est notre quotidien. Je ne veux pas faire un spoiler alerte, mais dites-vous déjà que c'est bien compliqué et pas du tout recommandable pour une famille lambda. Je peux déjà vous dire que pour ma part, c'est du suicide d'adopter un tel chien lorsque l'on n'a pas de connaissances plus poussées qu'un primo-accédant, non passionné et avisé, bref, une famille lambda qui veut juste un chien pour leur tenir compagnie, pour les accompagner dans leur quotidien, mais je n'en dirai pas plus car je suis en train de monter un sacré truc et de le partager d'ailleurs avec toute la communauté de nos membres qui vivent cela un peu avec moi, et il y a des exemples très concrets à fournir, donc voilà. Je vous en dirai plus sur ce projet dans plusieurs mois avec un documentaire je pense spécifique dessus, surtout vis-à-vis de tout le travail qui va être réalisé et qui est réalisé en amont. Donc pour poursuivre sur le podcast de ce jour, et parce que l'on sait tous ce qui risque d'avoir sous le sapin de plusieurs foyers, soit un chien, la thématique de ce jour sera donc l'adoption, l'achat plutôt d'un chien, et plus particulièrement pour Noël sous le sapin. Et non plus, raté. Raven n'est pas un cadeau ou un achat compulsif, elle avait déjà été décidée et réservée avant même l'arrivée de mes 2 derniers chiens et souhaitée depuis plusieurs années, mais je ne m'estimais pas, c'est pour vous dire, moi-même capable, encore à cette époque, de pouvoir achever tout le travail derrière pour réussir ne serait-ce qu'à la rendre heureuse, parce que c'est quand même le but dans l'adoption. Aujourd'hui, elle est bien évidemment ma priorité avec tous mes chiens. Comme je vous l'ai dit, je ne vais pas nier non plus le fait que les adoptions achats se multiplient pour Noël. Je le sais, on voit beaucoup de chiots dès le mois de janvier à l'école, mais au moins ils font les choses bien. Après tout, ce n'est pas surprenant, je tiens à vous le dire, et d'ailleurs je pense que je vais surtout vous le rappeler, le chien est toujours considéré comme un objet par l'État, et j'ai envie de dire, après avoir discuté avec l'État lui-même, qu'il est évident que le chien est aussi considéré comme un objet par la grande majorité de la société. Donc le foutre sous le sapin, pourquoi pas. Je ne parle bien sûr pas des passionnés du chien, de vous et de toutes les personnes qui se lancent dans l'aventure à cœur ouvert et à objectif honorable et bienveillant, mais bien évidemment, je suis désolée, de la grande majorité. Bon,
Bonne ou mauvaise idée? Vous en pensez quoi, vous? Je suis sûre que la plupart vont répondre immédiatement et sans détour « No! No way !» Je sais, les amis. Oui, on s'injure particulièrement du côté commercial et de l'idéologie actuelle qui considère clairement que le chien est un objet. Et cela nous le dégrade bien évidemment encore plus dans nos consciences et dans nos considérations et notre respect vis-à-vis de celui-ci qui partage nos journées, notre quotidien et nous apporte tellement. En fait, étymologiquement, eh bien, sachez que vous avez totalement raison et non à la fois. Bon, déjà, on va prendre la base, d'accord? Offrir, dans la définition, c'est proposer ou présenter une chose à quelqu'un, donc mettre à disposition de quelqu'un. Un cadeau, c'est un objet étymologiquement, que l'on offre et par pure définition, donc une chose qu'on offre à quelqu'un pour lui faire plaisir, en particulier à l'occasion d'une fête ou d'un événement heureux. Vous avez bien compris, je répète, un cadeau, c'est un objet que l'on offre et c'est par pure définition une chose qu'on offre à quelqu'un pour lui faire plaisir. Donc, comme un cadeau est un objet se traduit par toute chose concrète perceptible par la vue, le toucher, et c'est une chose solide considérée comme un tout fabriqué par l'homme et destiné à un certain usage. Une lampe, un livre sont par exemple des objets. Alors la première problématique là-dedans, c'est que pour moi, étymologiquement, si je suis les règles, un chien n'est donc pas un objet. Si on ne parle pas de manière abstraite bien sûr, comme le fait que oui, l'humain l'a développé au fil des années, des décennies et des millénaires, mais concrètement, non, il ne l'a pas fabriqué lui-même, donc le chien ne devrait pas être considéré comme un objet, ni par les lois, ni par la société, et donc ni comme un cadeau, puisqu'étymologiquement, le cadeau sous-entend clairement un objet par pure définition. Donc voilà, et vous avez répondu formellement à la question « Non, un chien n'est pas un cadeau de Noël ». Maintenant, on va se poser une autre question qui est plutôt tournée dans un autre sens, puisqu'on va bien évidemment pas finir là-dessus. Est-il judicieux d'offrir un chien pour Noël? Donc l'acheter et le céder à une autre personne? Eh bien, non plus, car pour acheter le chien, théoriquement et légalement, vous ne pouvez pas le faire à la place du détenteur. Donc si vous l'achetez, vous êtes généralement le détenteur puisque quelqu'un doit signer le papier et mettre